Lucien Poirier est né en 1918, il entre donc à Saint-Cyr et en 1939, il est lieutenant et au bout de quelques mois, il est fait prisonnier et va passer la totalité de la guerre dans un oflag en Allemagne. C'est évidemment une expérience traumatisante qui va s'ajouter à un séjour en Indochine dont il tire le parti de faire la connaissance du général Delatte de Tassigny, dont il est officier de renseignement. Et puis ensuite, il a des commandements en Algérie et il constate la fin des combats, se retrouve en France au milieu d'une ambiance très délétère de l'armée française en crise profonde et va trouver finalement sa voie avec la proposition qui lui est faite d'entrer dans un organisme récent créé par le ministre des Armées Pierre Messmer, proche du général de Gaulle, le Centre de prospective et d'évaluation. Et c'est là qu'on va lui confier la tâche des études stratégiques et il s'investit immédiatement dans la création de ce qu'on va appeler le modèle logique d'une stratégie nucléaire pour la France, puissance moyenne. Alors, il faut avoir présent à l'esprit que Poirier est un homme qui a un esprit extrêmement méthodique et qui, avant toute chose, élabore une méthode avec un certain nombre d'instruments. Ces instruments sont des instruments qu'on retrouve d'ailleurs chez Beaufre, notamment la méthode probabiliste qui lui fait considérer d'une manière prospective l'évolution des forces françaises, l'acquisition du nucléaire évidemment par la France, mais en 1960 c'est déjà un fait acquis. Donc contrairement à Ayret, Poirier lui peut travailler sur un socle déjà en place. Maintenant, de cette arme nucléaire, que va-t-on faire ? Et donc il s'agit, et c'est là tout le nœud de l'œuvre de Poirier, quels sont les buts politiques que cette arme exceptionnelle peut servir efficacement. Naturellement, Poirier, comme les autres, arrive à la conclusion que l'utilisation et que la guerre nucléaire n'a pas de sens et propose donc pour la France de se doter d'une stratégie qui soit fondée sur un axiome qui est celui de l'autonomie de décision. L'autorité politique doit garantir à tout moment que la France maîtrisera cette arme nucléaire indépendamment de toute espèce de considération autre que l'intérêt supérieur de la nation. Ça pose évidemment la question des alliances. Et là encore, Poirier n'est pas anti-américain, Poirier n'est pas non plus anti-européen, simplement il considère que face à une invasion majeure qui toucherait aux intérêts vitaux, c'est-à-dire à la substance même de l'être national, il ne peut y avoir de décision que nationale. Dans ces conditions, oui à l'alliance avec les États-Unis, oui à la présence dans l'OTAN sous réserve que les États-Unis respectent les positions de la France. Or, comme Ayret, il se rend compte que la France a beau dire que la riposte graduée ne lui convient pas, que la France ne veut pas de bataille avec les forces du pacte de Varsovie dans l'espace européen, eh bien, l'OTAN adoptera la riposte graduée. Dans ces conditions-là, à quoi bon être
dans une structure qui ne tient pas compte de votre avis politique. Ayret avait dit donc qu'il fallait envisager une sortie, et Poirier la prend en compte dans l'élaboration de son modèle stratégique. Il parle de puissance moyenne et parle immédiatement de dissuasion du faible au fort. C'est-à-dire que la France, avec les moyens militaires dont elle dispose, ne peut absolument pas envisager de mener une guerre en Europe. Elle ne le peut pas, ses moyens conventionnels étant limités. Elle ne peut donc que utiliser l'armement nucléaire pour prévenir une guerre, c'est-à-dire pour dissuader l'adversaire d'entreprendre une agression en Europe contre les alliés de la France. Et Poirier est tout à fait d'accord pour dire que la France doit contribuer à la dissuasion au niveau de l'OTAN et en participation avec ses alliés, que l'espace européen est un espace extrêmement important pour la France, d'où cette idée selon laquelle il y a bien effectivement deux cercles, le cercle national, c'est-à-dire le territoire français, et d'autre part le cercle européen, celui de ses alliés. Mais en cas d'agression, il n'y a pas de continuité, dit-il, entre les deux. Il arrive à un moment, et ce moment, il le définit par ce qu'il appelle le seuil d'agressivité critique, c'est-à-dire le moment où on s'apercevrait que l'adversaire, ayant bousculé les forces de l'OTAN, ayant envahi l'Allemagne, qui était à l'époque l'Allemagne de l'Ouest, s'apprête à rentrer sur le territoire français. Donc, il y a risque de franchissement du seuil d'agressivité critique, c'est-à-dire le moment où le chef de l'État et lui seul devra décider, oui ou non, de l'engagement de la force nucléaire. Mais, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur les intentions de l'agresseur, Poirier introduira la notion, là encore, d'ultime avertissement, c'est-à-dire le recours à des armes nucléaires tactiques pour tester les intentions de l'adversaire, donc pour donner une information aux décideurs, et avec l'armement nucléaire tactique, de procéder à une frappe unique d'une salve de plusieurs armes nucléaires dites pré-stratégiques et qui avertiront l'adversaire que si, après ce coup, il continuait ses opérations et avançait donc en direction du territoire français, désormais, il s'exposerait à la frappe massive, complète des armes françaises qui sont calibrées naturellement pour causer un dommage inacceptable pour cet agresseur. Dans ces conditions, Poirier a mis en place un modèle logique qui sera adopté par, bien entendu, le président de la République, De Gaulle, qui sera suivi par ses successeurs et qui finalement tiendra complètement la route en dépit de tentatives d'européaniser l'arme nucléaire française, d'envisager un ultime avertissement dans un cadre plutôt européen, etc. Toutes choses qui, aux yeux de Poirier, ne tiennent pas en logique, sinon eh bien, la dissuasion nucléaire perdrait toute crédibilité. Voilà donc l'apport majeur pour lequel Poirier est le plus connu. Et ce que j'ai voulu également mettre en évidence, c'est le travail considérable qui est le pan parallèle de son œuvre sur la stratégie en général, c'est-à-dire une réflexion sur les grands stratégistes, puisqu'il distingue entre les praticiens, c'est-à-dire les stratèges, et les théoriciens, c'est-à-dire les stratégistes.
au premier rang desquels il met naturellement Clausewitz, Jomini et le comte de Guibert, Poirier ayant un intérêt particulier pour la stratégie du XVIIIe siècle, qui constitue évidemment la grande référence, puisqu'elle aboutit à Napoléon, sachant finalement que dans ses différents écrits sur la stratégie, Poirier a deux grandes références, une référence française avec De Gaulle et avec Guibert, mais aussi il a une référence américaine. C'est quelqu'un, là encore, qui avait une connaissance très érudite des écrits stratégiques américains de la période Schelling, Kissinger, Herman Kahn, et qui s'en est inspiré pour comprendre ce qui était valable pour les États-Unis et qu'il admettait parfaitement au nom de l'intérêt national des Américains, mais qui précisément le confortait dans le fait que cet intérêt national des États-Unis ne pouvait en aucun cas correspondre à l'intérêt national de la France, ce qui est une banalité, mais qu'on avait fini très largement par oublier. Donc la dernière partie de l'œuvre de Poirier, qui est une œuvre immense, se développe après la fin de la guerre froide, et c'est là où on n'y a pas prêté suffisamment attention. Il en arrive à considérer que la stratégie de dissuasion nucléaire, pour le moment, en l'absence d'ennemis désignés, n'a plus de pertinence et que les armes nucléaires françaises doivent être mises en réserve dans le cadre de ce qu'il appelle l'attente stratégique, en disant qu'aujourd'hui, menacer, faire suspendre une menace nucléaire vis-à-vis de personne n'a pas finalement grand sens. Mais là, il y a incontestablement un problème d'ajustement entre ce qui était devenu, je crois que c'est là un des problèmes, c'est que Poirier, il y a eu une grande résistance à l'égard de Poirier, parce qu'on le trouvait difficile, parce qu'on le trouvait trop radical. Puis à partir du moment où ces idées ont été adoptées, à partir du moment où on s'est mis à parler de loi de l'espérance politico-stratégique, ce genre de vocabulaire maintenant qui est devenu quasiment commun, on a aussi rigidifié sa pensée en considérant que tout ce qu'il avait dit et écrit restait nécessairement valable après la fin de la guerre froide et dans un changement complet de l'ordre du monde. Or, il est le premier, après la fin de la guerre froide, à dire « il y a crise des fondements, nous devons repenser les termes de la stratégie de la France et de la géopolitique mondiale ».